Les éditions Sixtreed présentent Guerre et paix, livre 2, de Léon Tolstoï. Interprété par Éric Herson-Macarel. Au commencement de l'année 1806, Nicolas Rostov et Denisov retournèrent chez eux en congé. Comme ce dernier allait à Voronej, Rostov lui proposa de faire avec lui la route jusqu'à Moscou, et même de s'y arrêter quelques jours chez ses parents. À l'avant-dernier relais, Denisov fêta la rencontre d'un ancien camarade en vidant avec lui 3 bouteilles de vin. Aussi, malgré les terribles secousses qui le cahotaient dans le traîneau où il était couché de tout son long, il ne se réveilla pas un instant. Plus ils approchaient, plus l'impatience de Rostov augmentait. Plus vite, plus vite. Ah, ces rues interminables, ces magasins, ces vendeurs de kalatch, ces lanternes, ces izvoshiki, se disait-il après avoir passé la barrière où l'on avait inscrit leur nom et leur arrivée en congé. Denisov, nous y sommes. Il dort. Et il se pencha en avant, comme si par ce mouvement il pouvait augmenter la vitesse de leur course. Voilà le carrefour où se tient Zakhar, l'izvoshiki. Et voilà Zakhar lui-même et son cheval. Ah, voilà la boutique où j'achetais du pain d'épices. Quand donc arriverons-nous? Va donc! Où faut-il s'arrêter? Demanda le postillon. Mais là-bas, au bout, à ce grand bâtiment. Comment, ne le vois-tu pas? Tu sais pourtant bien que c'est notre maison. Denisov, Denisov, nous arrivons! Denisov souleva la tête et toussa sans répondre. Dmitri, dit Rostov en s'adressant au laquais assis près du cocher. Est-ce bien chez nous, cette lumière? Oh que oui, c'est dans le cabinet de votre père. Ils ne seront pas encore couchés, hein? Qu'en penses-tu? À propos, n'oublie pas de déballer aussitôt mon nouvel uniforme. Et il passa la main sur sa jeune moustache. Eh bien donc, en avant! Réveille-toi donc, Vassia! Mais Denisov s'était de nouveau endormi. Marche, marche, 3 roubles de pourboire, s'écria Rostov, qui, à quelques pas de chez lui, croyait ne jamais arriver. Le traîneau prit sur la droite et s'arrêta devant le perron. Rostov reconnut la corniche ébréchée, la borne du trottoir, et s'élança hors du traîneau avant qu'il se fût arrêté. Il franchit les marches d'un bond. L'extérieur de la maison était aussi froid, aussi calme que par le passé. Que faisait à ces murs de pierre l'arrivée ou le départ? Personne dans le vestibule? Mon Dieu, serait-il arrivé quelque chose? Se dit Rostov avec un serrement de cœur. Il s'arrêta une minute, puis reprit sa course dans l'escalier aux marches usées qu'il connaissait si bien. Et voilà le même bouton de porte déjeté dont la malpropreté agaçait toujours la comtesse. Et voilà l'antichambre. Elle n'était éclairée dans ce moment que par une chandelle. Le vieux Michel dormait sur une banquette, et Procope, le laquais, cet athlète d'une force proverbiale qui soulevait l'arrière-train d'une voiture, tressait dans un coin des chaussures en écorce. Il se retourna au bruit de la porte qui s'ouvrait avec fracas, et sa figure endormie et insouciante exprima subitement une joie mêlée de terreur. « Ah, notre père et les saints archanges! Le jeune comte! » s'écria-t-il. « C'est impossible !» Et Procope, tremblant d'émotion, se précipita vers la porte du salon, mais, revenant aussitôt sur ses pas, il se jeta sur l'épaule de son maître et la baisa. « Ils se portent tous bien ?» demanda Rostov en lui retirant sa main. « Dieu soit loué, Dieu soit loué. Ils viennent seulement de finir de dîner. Laisse-toi donc regarder, votre Excellence. » Ainsi donc tout va bien. Dieu merci, Dieu merci. Rostov, oubliant Denisov et ne voulant pas se laisser devancer par le domestique, jeta sa pelisse et entra en courant sur la pointe des pieds dans la grande salle obscure. Les tables de jeu y étaient à la même place, et le lustre était toujours enveloppé dans sa housse. Il n'était pas arrivé au salon qu'un ouragan impétueux s'abattit sur lui d'une porte latérale et le couvrit de baisers. Un second, un troisième l'enveloppèrent à leur tour. Ce ne fut plus qu'embrassements, exclamations et larmes de joie. Il ne savait lequel des 3 était son père, Natacha ou Pétia. Tous criaient, parlaient et l'embrassaient en même temps. Mais il remarqua l'absence de sa mère.
Et moi qui ne le savais pas, Nikolushka, mon ami, le voilà, c'est bien lui, Kolia, mon bijou, est-il changé? Et il n'y a pas de lumière, vite, du thé, mais embrasse-moi donc, ma bonne petite âme. Sonia, Natacha, Petya, Anna Mikhailovna, Vera, le vieux comte, tous le serraient dans leurs bras à tour de rôle. Et les domestiques et les filles de chambre, entrant à la suite les uns des autres, poussaient des exclamations. Petya se cramponnait à ses jambes et criait « Et moi donc, et moi donc !» Natacha, après l'avoir étouffé de baisers, avait saisi sa veste et sautait comme une chèvre, sans changer de place et en poussant des cris aigus. On ne voyait que des yeux brillants de larmes de joie et d'affection, et les lèvres se rapprochaient pour échanger de nouveaux baisers. Sonia, rouge comme le Koumatch, le tenait par la main et fixait sur lui un regard rayonnant de bonheur. Elle venait d'avoir 16 ans, elle était jolie, et l'exaltation du moment doublait encore sa beauté. Toute haletante, elle ne le quittait pas des yeux et souriait. Il lui répondit par un regard plein de reconnaissance, mais on voyait qu'il cherchait, qu'il attendait quelqu'un, sa mère, qui ne s'était pas encore montrée. Tout à coup, on entendit derrière la porte des pas si précipités, rapides, qu'ils ne pouvaient être que ceux de la comtesse. Tous s'écartèrent, et il s'élança à son cou. Elle tomba dans ses bras en sanglotant. Sans avoir la force de relever la tête, elle se serrait contre lui, sa figure appuyée contre les froids brandebourgs de son uniforme. Denisov, qui était entré sans être remarqué, les regardait et s'essuyait les yeux. « Vassili Denisov, l'ami de votre fils, » dit-il au comte qui regardait avec étonnement le nouveau venu. « Ah, je sais. Très heureux, » dit le comte en l'embrassant. « Nikolushka nous l'avait écrit. Natacha, Vera, le voilà, c'est Denisov. » Tous ces visages rayonnants de joie se tournèrent aussitôt vers la personne ébouriffée de Denisov et l'entourèrent. « Mon cher petit Denisov, » dit Natacha, à laquelle la joie avait troublé la cervelle, et s'élançant vers lui, elle l'embrassa. Denisov, légèrement embarrassé, rougit et, prenant la main de Natacha, la baisa galamment. Sa chambre étant préparée, on l'y conduisit, pendant que les Rostov se groupaient autour de Nicolas dans le grand salon. La vieille comtesse n'avait pas lâché la main de son fils, et elle la portait à chaque instant à ses lèvres. Frères et sœurs suivaient à l'envi chacun de ses gestes, de ses mots, de ses regards, se disputant à qui serait le plus près de lui, et s'arrachant la tasse de thé, le mouchoir, la pipe pour les lui présenter. La première minute du retour de Rostov lui avait fait éprouver une sensation de bonheur si complète qu'elle lui semblait ne pouvoir plus que s'affaiblir, et dans son émotion, il en demandait encore et encore. Le lendemain, il dormit jusqu'à 10 heures du matin. Dans la pièce voisine, imprégnée d'une forte odeur de tabac, traînaient de tous côtés des sabres, des gibernes, des havresacs, des malles ouvertes, des bottes sales, à côté desquelles se dressaient contre le mur d'autres bottes bien cirées avec leurs éperons. Les domestiques portaient des lavabos, de l'eau chaude pour la barbe et les habits qu'ils venaient de brosser. « Hé, Grishka, la pipe !» s'écria Denisov d'une voix enrouée. « Rostov, lève-toi donc !» Rostov, se frottant les yeux, souleva de dessus son chaud oreiller sa chevelure emmêlée. « Est-il tard ?»« Mais oui, il est tard. Il est 10 heures, » répondit la voix de Natacha. Et l'on entendit derrière la porte un frôlement de robes et de jupons fortement empesés qui se mêlait au chuchotement et au rire des jeunes filles, dont on apercevait par l'entrebâillement les rubans bleus, les yeux noirs et les figures joyeuses. C'étaient Natacha, Sonia et Petya qui venaient savoir s'il était levé. « Nikolushka, lève-toi » répétait Natacha. « Tout de suite. » Petya, ayant aperçu un sabre, s'en saisit aussitôt. Emporté par l'élan guerrier que la vue d'un frère aîné militaire provoque toujours chez les petits garçons, et oubliant qu'il n'était pas convenable pour ses sœurs de voir des hommes déshabillés, il ouvrit brusquement la porte. « Est-ce ton sabre » se mit-il à crier pendant que les petites filles se jetaient de côté. Denisov, épouvanté, cacha aussitôt ses pieds velus sous la couverture, en appelant des yeux son camarade à son secours. La porte se referma sur Petya. « Nicolas, » dit Natacha, « viens ici en robe de chambre. »« Est-ce son sabre ou le vôtre » demanda Petya en s'adressant à Denisov, dont les longues moustaches noires lui inspiraient du respect. Rostov se chaussa à la hâte, endossa sa robe de chambre et passa dans l'autre pièce, où il trouva Natacha qui avait mis une de ses bottes à éperon et glissait son pied dans l'autre. Sonia pirouettait et faisait le ballon. Toutes deux, fraîches, gaies et animées, portaient de nouvelles robes bleues pareilles. Sonia s'enfuit au plus vite,
et Natacha, s'emparant de son frère, l'emmena pour causer avec lui plus à son aise. Il s'établit alors entre eux un feu roulant de questions et de réponses qui avaient pour objet des bagatelles d'un intérêt tout personnel. Natacha riait à chaque mot, non de ce qu'il disait, mais parce que la joie qui remplissait son âme ne pouvait se traduire que par le rire. « Comme c'est bien, c'est parfait », répétait-elle. Et Rostov, sous l'influence de ces chaudes effluves de tendresse, retrouvait insensiblement ce sourire d'enfant qui, depuis son départ, ne s'était pas épanoui une seule fois sur ses traits. « Sais-tu que tu es devenu un homme, un véritable homme, et je suis si fier de t'avoir pour frère. » Elle lui passa les doigts sur la moustache. « Je voudrais bien savoir comment vous êtes, vous autres hommes. Est-ce que vous nous ressemblez? Non, n'est-ce pas? » « Pourquoi Sonia s'est-elle sauvée ?» lui demanda son frère. « Oh, c'est toute une histoire. Comment parleras-tu à Sonia? La tutoieras-tu? » « Ben, je ne sais pas, comme cela viendra. »« Eh bien alors dis-lui vous, je t'en prie. Et tu sauras après pourquoi. »« Mais pourquoi? » ?»« Eh bien je vais te le dire. Sonia est mon amie, et une si grande amie que j'ai brûlé mon bras pour elle. » Et relevant sa manche de mousseline, elle laissa voir sur son bras blanc et mince, un peu plus bas que l'épaule, à l'endroit couvert ordinairement par le haut des manches, une tache rouge. « C'est moi qui me suis brûlé pour lui prouver mon amour. J'ai pris une règle rougie au feu et me la suis appliquée là. » Étendus sur le canapé garni de coussins de leur chambre d'études, regardant les yeux brillants de Natacha, Rostov s'enfonçait de nouveau avec bonheur dans ce monde enfantin, dans ce monde intime de la famille, dont les propos n'avaient de sens et de valeur que pour lui, et lui faisaient éprouver une des plus douces jouissances de sa vie. Aussi, la brûlure du bras, comme témoignage d'affection, lui parut-elle toute simple. Il le comprenait, sans s'en étonner. « Eh bien, et après, c'est tout ? Nous sommes si liés que ceci n'est rien. Ce ne sont que des folies. Nous sommes amis pour toujours. Quand elle aime quelqu'un, c'est pour la vie. Quant à moi, je ne la comprends pas, j'oublie tout de suite. Eh bien, et puis ? Eh bien, elle t'aime comme elle m'aime. » Natacha rougit. « Tu dois te rappeler, tu sais, avant ton départ. Eh bien, elle assure que tu oublieras tout cela. Et elle dit, je l'aimerai, moi, toujours. Mais lui, il faut qu'il soit libre. N'est-ce pas que c'est beau? Et que c'est noble? Bien noble, n'est-ce pas ?» Et Natacha demandait cela avec un tel sérieux et avec une telle émotion qu'on voyait bien qu'elle devait s'être attendrie plus d'une fois déjà sur ce sujet. Rostov réfléchit quelques secondes. « Je ne reprends pas ma parole, dit-il. Et puis Sonia est si ravissante qu'il faudrait être un triple imbécile pour refuser un honneur pareil. »« Non, non, s'écria Natacha. Nous en avons déjà parlé. Nous étions sûrs, vois-tu, que tu répondrais ainsi. Mais cela ne se peut pas. Parce que, comprends-le bien, si tu te regardes seulement comme lié par ta parole, il en résulte qu'elle a l'air de l'avoir dit exprès. Tu l'épouseras alors par point d'honneur et ce ne sera plus du tout la même chose. » Rostov ne trouva rien à redire. Sonia l'avait frappé la veille par sa beauté, et ce matin, elle lui avait semblé encore plus jolie. Elle avait 16 ans, elle l'aimait avec passion, et il en était sûr. Pourquoi ne pas l'aimer dès lors, même en ajournant toute idée de mariage? « J'ai encore tant de plaisir et de jouissance inconnus devant moi, se disait-il. Oui, c'est très bien combiné. Il ne faut pas s'engager. C'est parfait. Nous en causerons plus tard, dit-il à haute voix. Mais comme je suis content de te revoir. Et toi, es-tu resté fidèle à Boris? Ah, quelle folie, s'écria Natacha en riant. Je ne pense ni à lui ni à personne, et je n'en veux rien savoir. Bravo. Mais alors, moi? Dit Natacha, et un sourire éclaira son petit visage. As-tu vu Duport, le fameux danseur? Non? Alors tu ne comprendras pas. Regarde. Natacha, arrondissant les bras et levant le coin de sa robe, s'élança, se retourna, fit un entrechat, puis deux, et s'élevant sur les pointes, fit ainsi quelques pas. Je me tiens, tu vois, sur mes pointes, tu le vois? Eh bien, jamais je ne me marierai. Je me ferai danseuse. Seulement, n'en parle pas. Rostov éclata d'un rire si joyeux et si franc que Denisov le lui envia, et Natacha ne put s'empêcher de le partager. Qu'en dis-tu? C'est bien, n'est-ce pas? Comment, si c'est bien? Tu ne veux donc plus épouser Boris? Elle devint pourpre. Je ne veux épouser personne. Et je le lui dirai à lui-même lorsque je le verrai. Oui, da, dit Rostov. Oh, ce sont des folies, continua-t-elle en riant. Et ton Denisov, est-il bon? Très bon. Eh bien, adieu, habille-toi.
Et il n'est pas effrayant, ton Denisov? Pourquoi effrayant? Vaska est un brave garçon. Tu l'appelles Vaska? Comme c'est drôle. Et il est vraiment bon? Mais oui. Adieu, dépêche-toi, et viens prendre le thé, tous ensemble. Natacha quitta la chambre sur la pointe des pieds comme une véritable danseuse, et en souriant comme une petite fille de 15 ans. Rostov se rendit bientôt au salon, où il trouva Sonia. Il rougit et ne sut comment l'aborder. Ils s'étaient embrassés la veille dans leur première explosion de joie, mais aujourd'hui il comprenait que ce n'était plus possible. Il sentait poser sur lui le regard interrogateur de sa mère et de ses sœurs, qui cherchaient à pressentir ce qu'il allait faire. Il lui baisa la main et lui dit « vous », tandis que leurs yeux se rencontrant semblaient se tutoyer et s'embrasser avec tendresse. Ceux de Sonia semblaient implorer son pardon pour avoir osé lui rappeler sa promesse par l'intermédiaire de Natacha et le remercier de son amour. Lui, de son côté, la remerciait de l'avoir dégagé de sa parole et lui disait qu'il ne cesserait jamais de l'aimer parce que la voir, c'était l'aimer. « Voilà qui est singulier », dit Vera, profitant d'un moment de silence général. « Sonia et Nicolas se disent « vous » comme des étrangers. » Elle avait dit juste, comme toujours, mais comme toujours aussi, elle avait parlé mal à propos. Et chacun, sans en excepter la vieille comtesse, qui voyait dans cet amour un obstacle à un brillant mariage pour son fils, rougit d'un air embarrassé. Denisov entra au même moment, vêtu d'un nouvel uniforme, pommadé, parfumé, frisé comme un jour de bataille, et son amabilité inusitée avec les dames causa à Rostov une profonde surprise. Revenu de l'armée, Nicolas Rostov fut reçu par sa famille en fils chéri, en héros, par sa parenté en jeune homme distingué et bien élevé, par ses connaissances comme un charmant lieutenant de hussards, danseur élégant et l'un des plus beaux partis de Moscou. Les Rostov comptaient tout Moscou au nombre de leurs habitués. Le comte, qui avait renouvelé à la banque l'engagement de ses terres, était complètement à flot cette année. Et Nicolas, devenu propriétaire d'un superbe trotteur, poussait le genre jusqu'à porter un pantalon comme personne n'en avait encore vu dans la ville, et des bottes à la mode, aux pointes relevées, avec de petits éperons en argent. Il passait gaiement son temps, et éprouvait ce sentiment du bien-être retrouvé que l'on ressent si vivement lorsqu'on en a été longtemps privé. Grandi et devenu homme à ses propres yeux, le souvenir de son désespoir quand il avait manqué son examen de catéchisme, de l'emprunt fait à Gavrilo Lizvochik, des baisers échangés en secret avec Sonia, tout cela ne lui semblait qu'un enfantillage qui se perdait bien loin derrière lui. Tandis que maintenant, il était un lieutenant de hussards avec le dolman argenté, la croix de soldat de Saint-Georges sur la poitrine. Il avait un beau trotteur qui l'entraînait pour les courses de société, en compagnie d'amateurs connus, âgés et respectables. Il avait lié connaissance avec une dame qui demeurait sur le boulevard et chez laquelle il passait ses soirées. Enfin, il dirigeait la mazurka au bal des Arkharov, parlait guerre avec le feld-maréchal Kamensky, dînait au club anglais et tutoyait un colonel de 40 ans, ami de Denisov. Comme il n'avait pas vu l'empereur depuis longtemps, la passion qu'il éprouvait autrefois pour lui s'était affaiblie, mais il aimait à en parler et à laisser croire que son dévouement avait un motif inexplicable pour le commun des mortels, tout en partageant au fond de son cœur l'adoration dont Moscou, qui avait décerné à l'empereur Alexandre le surnom d'ange terrestre, entourait son souverain bien-aimé. Pendant son court séjour dans sa famille, Rostov s'était plutôt éloigné que rapproché de Sonia, malgré sa beauté, ses attraits et l'amour qui éclatait dans toute sa personne. Il passait par cette phase de jeunesse où chaque minute est si emplie que le jeune homme n'a pas le temps de penser à aimer. Il craignait de s'engager, il était jaloux de cette indépendance qui pouvait seule lui permettre de réaliser tous ses désirs, et il se disait à la vue de Sonia « J'en trouverai beaucoup comme elle, beaucoup qui me sont encore inconnus. Il sera toujours temps d'aimer et de m'en occuper plus tard. » Il dédaignait, dans sa virilité, de vivre au milieu des femmes et faisait mine d'aller à contre-cœur au bal et dans le monde. Mais les courses, le club anglais, les parties fines, Denisov et les visites là-bas, c'était autre chose. Et c'était vraiment là ce qui convenait à un jeune et élégant hussard. Au commencement de mars,
Le vieux comte Ilya Andreevitch fut très occupé des préparatifs d'un dîner qu'on donnait au club anglais en l'honneur du prince Bagration. Le comte se promenait en robe de chambre dans la grande salle, donnant des ordres à Féoctiste, le célèbre maître d'hôtel du club, et lui recommandait de se pourvoir de primeurs, de poissons bien frais, de veaux bien blancs, d'asperges, de concombres, de fraises. Le comte était membre et directeur du club depuis sa fondation. Personne mieux que lui ne savait organiser sur une grande échelle un banquet solennel, d'autant mieux qu'il payait de sa poche le surplus des dépenses prévues. Le chef et le maître d'hôtel recevaient avec une satisfaction évidente les instructions du comte, sachant par expérience ce que leur rapporterait un dîner de plusieurs milliers de roubles. Rappelle-toi bien, n'oublie pas les crêtes dans le potage à la tortue. Il faudra donc 3 plats froids demanda le cuisinier. Il me paraît difficile qu'il y en ait moins, répondit le comte après un moment de silence. Il faudra donc acheter les grands sterlets demanda le maître d'hôtel. Certainement. Que faire d'ailleurs, puisqu'on ne cède pas sur le prix? Ah, mon Dieu, et moi qui allais oublier une seconde entrée. Où est ma tête, mon Dieu? Où me procurerai-je des fleurs? Mitienka, va-t'en au grand galop à ma datcha, s'écria le comte en s'adressant à son intendant. Donne l'ordre à Maxime, le jardinier, d'employer à la corvée pour m'amener tout ce qu'il y a dans mes orangeries. Il faut que 200 orangers soient ici vendredi. Qu'on les emballe bien et qu'on les recouvre de feutre. Ces dispositions achevées, il se disposait à aller retrouver sa petite comtesse et à se reposer un peu chez elle, lorsque, se souvenant de différentes recommandations qu'il avait oubliées, il fit appeler de nouveau le maître queux et le maître d'hôtel et recommença ses explications. La porte s'ouvrit et le jeune comte entra d'un pas léger et assuré en faisant sonner ses éperons. Les bons résultats d'une vie tranquille et heureuse se lisaient sur son teint reposé. « Ah, mon garçon, la tête me tourne, » dit le vieux comte, un peu honteux de ses graves occupations. « Allons, aide-moi. Il faudra avoir les chanteurs de régiment. Il y aura aussi un orchestre. Et les bohémiens, qu'en penses-tu? Vous les aimez, vous autres militaires? » Vraiment, cher père, je parie que le prince Bagration, quand il se préparait à la bataille de Schöngraben, était moins affairé que vous aujourd'hui. « Essaye-en, je te le conseille, » dit le vieux comte avec une feinte colère, et se retournant vers le maître d'hôtel qui les examinait tour à tour avec une bonhomie intelligente. « Voilà la jeunesse, Féoctiste. Elle se moque de nous autres vieux. C'est vrai, Excellence. Elle ne demande qu'à bien boire et à bien manger. Quant aux apprêts et aux services, ça lui est bien égal. »« C'est ça, s'écria le comte. Et, empoignant les 2 mains de son fils, « Je te tiens, polisson. Et tu vas me faire le plaisir de prendre mon traîneau à 2 chevaux et d'aller chez Bezoukhov lui demander de ma part des fraises et des ananas. Il n'y en a que chez lui. S'il n'y est pas, va les demander aux princesses. Puis tu iras au Rasgoulaï. Ipatka, le cocher, connaît le chemin. Tu y trouveras Ilyushka, le bohémien, celui qui dansait en casaquin blanc chez le comte Orloff. Et tu l'amèneras ici. Avec les bohémiennes, ajouta Nicolas en riant. Voyons, dit son père. Le vieux comte en était là de ses recommandations, lorsqu'Anna Mikhailovna, qui, selon son habitude, était entrée à pas de loup, parut subitement auprès d'eux, avec cet air affairé et mêlé de fausse humilité chrétienne qui lui était habituel. Le comte, surpris en robe de chambre, ce qui du reste lui arrivait tous les jours, se confondit en excuses. « Ce n'est rien, cher comte, dit-elle en fermant doucement les yeux. Quant à votre commission, c'est moi qui la ferai. Le jeune Bezoukhov vient d'arriver, et nous en obtiendrons tout ce dont vous avez besoin. Il faut que je le voie. Il m'a envoyé une lettre de Boris qui, Dieu merci, est attachée à l'état-major. » Le comte, enchanté de son obligeance, lui fit atteler sa petite voiture. « Vous lui direz de venir, je l'inscrirai. Est-il avec sa femme ?» Anna Mikhailovna leva les yeux au ciel, et son visage exprima une profonde douleur. « Ah, mon ami, il est bien malheureux. Et si ce qu'on dit est vrai, c'est affreux, mais qui pouvait le prévoir? C'est une âme si belle et si noble que ce jeune Bezoukhov. Ah oui, je le plains de tout cœur, et je ferai tout ce qui me sera humainement possible pour le consoler. »« Mais qu'y a-t-il donc » demandèrent à la fois le père et le fils. « Vous connaissez, n'est-ce pas, Dologov, le fils de Marie Ivanovna ?» dit Anna Mikhailovna en soupirant et en parlant à mi-voix et à mots couverts, comme si elle craignait de se compromettre. « Eh bien, c'est lui qui l'a protégée, qui l'a invitée à venir chez lui, à Pétersbourg. Et maintenant, elle est arrivée ici, avec cette tête à l'envers à sa suite.
et le pauvre Pierre est, dit-on, abîmé de douleur. Malgré tout son désir de témoigner sa sympathie pour le jeune comte, les intonations et les demi-sourires d'Anna Mikhailovna en laissaient percer une plus vive encore peut-être pour cette tête à l'envers, comme elle appelait Dologov. Tout cela est bel et bon, mais il faut qu'il vienne au club. Cela le distraira. Ce sera un banquet monstre. Le lendemain, 3 mars, à 2 heures de l'après-midi, 250 membres du club anglais et 50 invités attendaient pour dîner leur hôte illustre, le prince Bagration, le héros de la campagne d'Autriche. La nouvelle de la bataille d'Austerlitz avait frappé Moscou de stupeur. Jusqu'à ce moment, la victoire avait été si fidèle aux Russes que la nouvelle d'une défaite ne rencontra que des incrédules, et l'on essaya de l'attribuer à des causes extraordinaires. Lorsque, dans le courant du mois de décembre, le fait fut devenu incontestable, on avait l'air au club anglais où se réunissait toute l'aristocratie de la ville et tous les hauts dignitaires les mieux informés, de s'être donné le mot pour ne faire aucune allusion ni à la guerre, ni à la dernière bataille. Les personnages influents qui donnaient d'habitude le ton aux conversations, tels que le comte Rostopchine, le prince Yuri Vladimirovitch Dolgorukov, Valouyev, le comte Markov, le prince Viazemski, ne se montraient pas au club, mais se voyaient en petit comité. Et les moscovites, habitués d'ordinaire, comme le comte Rostov, à n'exprimer d'autre opinion que celle d'autrui, étaient restés quelque temps sans guide et sans données précises sur la marche de la guerre. Sentant instinctivement que les nouvelles étaient mauvaises, et qu'il était difficile de s'en rendre exactement compte, ils gardaient un silence prudent. Les gros bonnets, semblables au jury qui sort de la salle des délibérations, revinrent au club et donnèrent leur avis. Tout redevint pour eux d'une clarté inéluctable. Et ils découvrirent à l'instant 1001 raisons pour expliquer à leur façon cette catastrophe incroyable, inadmissible, la déroute des Russes. À partir de ce moment, on ne fit plus dans tous les coins de Moscou que broder sur le même thème, qui était invariablement la mauvaise fourniture des vivres, la trahison des Autrichiens, du polonais Pchebichevski, du français Langeron, l'incapacité de Koutouzov et, bien bas, la jeunesse, l'inexpérience et la confiance mal placée de l'empereur. En revanche, on était unanime pour dire que nos troupes avaient accompli des prodiges de valeur. Soldats, officiers, généraux, tous avaient été héroïques. Mais le héros des héros était le prince Bagration, qui s'était couvert de gloire à Schöngraben et à Austerlitz, où seul il avait su conserver sa colonne en bon ordre, tout en se repliant avec elle et en défendant pas à pas sa retraite contre un ennemi 2 fois plus nombreux. Son manque de parenté à Moscou, où il était étranger, y avait singulièrement facilité sa promotion au titre de héros. On saluait en lui le simple soldat de fortune, le soldat sans protection, sans intrigue, qui ne songe qu'à se battre pour son pays, et dont le nom se rattachait du reste au souvenir de la campagne d'Italie et de Souvarov. La malveillance et la désapprobation que Koutouzov avait accumulées sur sa tête s'accentuaient plus vivement encore par le contraste des honneurs rendus à Bagration, qu'il aurait fallu inventer s'il n'avait pas existé, comme avait dit un jour ce mauvais plaisant de Chinchin en parodiant les paroles de Voltaire. On ne parlait de Koutouzov que pour le blâmer et l'accuser d'être une girouette de cour et un vieux satyre. Tout Moscou répétait les paroles du prince Dolgorukov. À force de forger, on devient forgeron. En se consolant de la défaite actuelle par le souvenir des victoires passées, et les aphorismes de Rostopchine qui disaient à qui voulait l'entendre que le soldat français avait besoin d'être excité à la bataille par des phrases ronflantes, qu'il fallait à l'Allemand une logique serrée pour le convaincre qu'il était plus dangereux de fuir que de marcher à l'ennemi, et que, quant aux Russes, on était obligé de le retenir et de le supplier de se modérer. Chaque jour, on citait de nouveaux traits de courage accomplis à Austerlitz par nos soldats et par nos officiers. Celui-ci avait sauvé un drapeau, celui-là avait tué 5 Français, cet autre avait pris 5 canons. Berg n'était pas oublié, et ceux même qui ne le connaissaient pas racontaient que, blessé à la main droite, il avait pris son épée de la main gauche et avait bravement continué sa marche en avant. Quant à Bolkonski, personne n'en disait mot. Ses plus proches parents regrettaient seuls sa mort prématurée et plaignaient sa jeune femme enceinte et son original de père.
Le 3 mars, de nombreuses voix, pareilles à un essaim d'abeilles printanières, bourdonnaient dans les chambres du club anglais. Les membres du club et les invités, les uns en uniforme, les autres en frac, quelques-uns même en habits à la française, allaient et venaient, s'asseyaient, se relevaient et se formaient en groupes animés. Les laquais poudrés, en bas de soie et en culottes courtes, se tenaient deux par deux à chaque porte, tout prêts à faire leur service. La majorité de cette réunion était composée d'hommes âgés, d'un extérieur respectable, avec des figures satisfaites, de gros doigts, des gestes et des inflexions de voix assurées. Cette catégorie de membres avait ses places habituelles, réservées à l'avance, et se réunissait en petits comités intimes. La minorité se composait d'invités pris au hasard, et surtout de jeunes gens, parmi lesquels se trouvaient Niesvitsky, ancien membre du club, Denisov, Rostov, Dologov, redevenu officier du régiment de Sieminovski, et plusieurs autres. Cette jeunesse semblait faire profession d'une déférence légèrement dédaigneuse envers la génération des vieux, et leur dire « Nous sommes tous disposés à vous respecter, mais rappelez-vous que l'avenir est à nous ». Pierre, qui, pour complaire à sa femme, avait laissé pousser ses cheveux, ôté ses lunettes et s'habillait à la dernière mode, promenait sa tristesse et son ennui d'une salle à l'autre. Là comme ailleurs, il était entouré de gens qui adoraient en lui le veau d'or, et auxquels, habitué qu'il était à leur encens, il ne répondait qu'avec une distraction méprisante. Par son âge, il appartenait à la jeunesse, mais par sa fortune et ses relations, il faisait partie de la société des hommes âgés et influents et passait indifféremment des uns aux autres. La conversation des vieux les plus marquants, tels que Rostopchine, Valouiev et Narishkin, attirait sur eux l'attention de membres plus ou moins connus du club, qui s'en approchaient pour les écouter religieusement. Rostopchine racontait comment les Russes, refoulés par les fuyards autrichiens, avaient dû se frayer un chemin au milieu d'eux en les chargeant à la baïonnette. Valouiev expliquait à ses voisins, sous le sceau du secret, que l'envoi d'Ouvarov à Moscou n'avait d'autre but que de connaître l'opinion des moscovites sur la bataille d'Austerlitz. Tandis que Narishkin rappelait l'anecdote de Souvorov se mettant à faire cocorico en pleine séance du conseil de guerre autrichien pour toute réponse à l'ineptie de ses membres. Chinchin, qui cherchait toujours l'occasion de lancer une plaisanterie, ajouta avec tristesse que Koutouzov n'avait même pas su apprendre de Souvorov à faire cocorico. Mais le regard sévère des vieux lui fit comprendre qu'il était inconvenant de s'exprimer ainsi ce jour-là sur Koutouzov. Le comte Rostov allait de la salle à manger au salon et du salon à la salle à manger, d'un air affairé et inquiet, saluant indifféremment, avec sa bonhomie habituelle, les grands et les petits, cherchant parfois du regard ce beau garçon qui était son fils et lui adressant de joyeux clignements d'yeux. Nicolas, debout près de la fenêtre, causait avec Dologov, dont il avait fait récemment la connaissance et qu'il appréciait beaucoup. Le vieux comte s'approcha pour serrer la main à ce dernier. « Vous viendrez nous voir, n'est-ce pas, puisque vous connaissez mon guerrier et que vous êtes deux héros de là-bas. Ah, Vassili Ignatiitch, bonjour mon vieux. » Il n'eut pas le temps d'achever sa phrase car un laquais tout essoufflé et tout effaré annonça « Il est arrivé ». Des coups de sonnette retentirent sur l'escalier, les directeurs s'élancèrent, et les différents membres du club, dispersés dans tous les coins comme des grains de blé sur le vent, se réunirent, se massèrent et s'arrêtèrent à la porte du grand salon. Au même instant, Bagration parut à l'entrée de cette pièce. Il était sans épée et sans tricorne. Selon l'usage du club, il les avait déposés dans le vestibule. Il portait un uniforme neuf, décoré d'ordres étrangers et russes, avec la croix de Saint-Georges sur la poitrine, et n'avait plus le bonnet fourré et le fouet de cosaque en bandoulière, comme Rostov l'avait vu la veille d'Austerlitz. Il avait fait couper un peu ses cheveux et ses favoris, ce qui le changeait à son désavantage. Son air endimanché, peu en rapport avec ses traits mâles et décidés, donnait à sa physionomie une expression tant soit peu comique. Bieklechov et Fédor Petrovitch Ouvarov, arrivés en même temps que lui, s'arrêtèrent à la porte pour laisser passer l'hôte illustre qui, confus de leur politesse, s'arrêta un moment et, après un échange de phrases banales, se décida enfin à passer le premier. Rien qu'à voir la gaucherie de ses mouvements et la façon dont il glissait sur le parquet d'un air embarrassé, on sentait qu'il lui était 1000 fois plus habituel et plus facile de traverser un champ labouré sous une pluie de balles, comme il l'avait fait à Schöngraben, à la tête du régiment de Koursk.
Les directeurs qui s'étaient avancés au-devant de lui exprimèrent en peu de mots la joie que tous ressentaient à le recevoir, et, sans attendre sa réponse, l'entourèrent à l'envi et s'en emparèrent pour le conduire à la porte du salon, dont la foule qui s'y était pressée rendait l'accès presque impossible. Chacun, en effet, essayait d'apercevoir Bagration par-dessus l'épaule de son voisin, comme s'il s'était agi d'une bête curieuse. Le comte Rostov, tout en jouant des coudes et répétant « Je vous en prie, mon cher, laissez passer », fraya le chemin au nouvel arrivant jusqu'au grand divan où il parvint enfin à le faire asseoir. Les gros bonnets du club formèrent aussitôt le cercle autour de lui, pendant que le vieux comte se glissait hors de la chambre pour revenir un instant après en compagnie des autres directeurs, offrir à Bagration une ode composée en son honneur et déposée sur un immense plat d'argent. À la vue de ce plat, Bagration jeta autour de lui des regards inquiets comme s'il cherchait un secours invisible. Mais se soumettant à ce qu'il ne pouvait éviter et se sentant à la merci de tous ses yeux braqués sur lui, il saisit vivement le plat des deux mains, non sans jeter un coup d'œil de reproche au comte, qui le lui tendait avec un air de profonde déférence. Heureusement, un membre du club lui vint en aide en lui retirant obligeamment le plat qu'il semblait ne plus vouloir lâcher et en recommandant les verres à son attention. Puisqu'il le faut, avait-il l'air de dire, en prenant le rouleau de papier. Et le regardant de ses yeux fatigués, il en commença la lecture d'un air sérieux et concentré. L'auteur des vers lui offrit de les lire lui-même, et le prince Bagration, résigné, pencha la tête et écouta. Soit la gloire du siècle d'Alexandre, soit le bouclier de Titus sur le trône, à la fois homme de bien et guerrier redoutable. De la patrie soit le rempart, comme tuer César sur le champ de bataille. C'en est fait, l'heureux Napoléon sait aujourd'hui ce qu'est Bagration et n'osera plus se mesurer avec les Achilles russes. Il n'avait pas achevé sa période que le maître d'hôtel annonça d'une voix retentissante « Le dîner est servi ». Les portes s'ouvrirent et l'on entendit dans la salle à manger les sons de l'orchestre qui jouait la fameuse polonaise qu'il éclate le tonnerre des victoires et que le Russe vaillant se réjouisse. Le comte Rostov, impatienté contre le malencontreux auteur, s'avança vers Bagration et lui fit un profond salut. Comme pour le moment le dîner était plus intéressant que la poésie, tous se levèrent et se rendirent, Bagration en tête, dans la salle à manger. L'illustre général occupait la place d'honneur, entre Biekléchov et Narishkin, ayant tous deux le prénom d'Alexandre, ce qui était une allusion délicate au nom même de l'empereur. 300 personnes s'assirent à cette longue table, selon leur rang et leur dignité, les plus notables à côté de l'hôte qu'on fêtait. Un peu avant le dîner, le comte Ilya Andreevitch lui avait présenté son fils, et il regardait autour de lui avec une orgueilleuse satisfaction pendant que Bagration, qui avait reconnu Nicolas, lui balbutiait quelques mots inintelligibles. Denisov, Rostov et Dologov avaient pris place au milieu de la table, en face de Pierre et de Nesvitsky. Le vieux comte, assis vis-à-vis de Bagration, faisait, avec les autres directeurs, les honneurs du dîner, et ils représentaient en leur personne la bienveillante hospitalité de Moscou. Toute la peine que s'était donnée le comte était couronnée de succès. Bien que les deux dîners, le dîner gras et le dîner maigre, fussent tous deux exquis et admirablement réussis, il ne cessa jusqu'à la fin du repas d'éprouver une inquiétude involontaire qui se traduisait à l'apparition de chaque nouveau plat par un signe au sommelier ou un mot à l'oreille du laquais placé debout derrière lui. Le gigantesque Sterlet, dont la vue le fit rougir d'une modeste fierté, venait à peine de faire son entrée, que les bouteilles furent débouchées sur toute la ligne, et le champagne coula à flots dans les verres. Lorsque l'émotion produite par le poisson fut un peu calmée, le comte Ilya Andreevitch se concerta avec les autres directeurs. « Il est temps, leur dit-il, de porter la première santé, car il y en aura beaucoup. » Et il se leva, le verre à la main. On se tut pour écouter ce qu'il allait dire. « À la santé de Sa Majesté l'Empereur !» s'écria-t-il, les yeux humides de larmes de joie et d'enthousiasme, et l'orchestre éclata en fanfare. On se leva, on cria « Hurrah !» Bagration répondit par un « Hurrah » aussi éclatant que celui qu'il avait poussé à Schöngraben, et la voix de Rostov se fit entendre au-dessus des voix des 300 autres convives. Ému,
Sur le point de pleurer, il ne cessait de répéter « À la santé de Sa Majesté l'Empereur » et, vidant son verre d'un trait, il le jeta sur le parquet. Plusieurs suivirent son exemple et les cris retentirent de plus belle. Lorsqu'enfin le silence se rétablit, les domestiques ramassèrent les cristaux brisés et chacun se rassit, heureux du bruit qu'il avait fait. Le comte Ilya Andreevitch, jetant un regard sur la liste posée à côté de son assiette, se releva et porta la santé du héros de notre dernière campagne, le prince Pierre Ivanovitch Bagration. De nouveau ses yeux se remplirent de larmes, et de nouveau un hurrah répété par 300 voix répondit à son toast. Mais au lieu de l'orchestre, ce fut cette fois un chœur de chanteurs qui entonna la cantate composée par Paul Ivanovitch Koutouzov. Les Russes ne connaissent pas d'obstacles. De la victoire, leur valeur est le gage, car nous avons des Bagration, et les ennemis sont à nos pieds, etc. Les chants avaient à peine cessé qu'on reprit la kyrielle des toasts. Le vieux comte continuait à s'attendrir. On brisait de plus en plus les assiettes et les verres, et on criait à en perdre la voix. On avait bu à la santé de Bekleshov, de Narishkin, d'Uvarov, de Dolgorukov, d'Apraxine, de Valouyev, à la santé des directeurs, des membres du club, des invités, et enfin à celle de l'organisateur du dîner, le comte Ilya Andreevitch, qui, dès les premiers mots de ce toast, vaincu par son émotion, tira son mouchoir, y cacha sa figure et fondit complètement en larmes. Pierre buvait et mangeait beaucoup avec son avidité habituelle. Mais ce jour-là, silencieux, morose et abattu, il regardait d'un air distrait autour de lui et semblait ne rien entendre. Rien qu'à le voir ainsi préoccupé, ses amis devinaient sans peine qu'il était absorbé par quelque question accablante et insoluble. Cette question, qui tourmentait à la fois son cœur et son esprit, c'étaient les allusions de la princesse Catherine, sa cousine, au sujet de l'intimité de Dologov avec sa femme. Le matin même, il avait reçu une lettre anonyme écrite sur le ton de grossière raillerie propre à ce genre de lettre, dans laquelle on lui disait que ses lunettes lui étaient bien inutiles, puisque la liaison de sa femme et de Dologov n'était un mystère que pour lui seul. Il n'avait ajouté foi ni à la lettre ni aux allusions de sa cousine, mais la vue de Dologov, assis en face de lui causait un invincible malaise. Chaque fois que ses beaux yeux impudents rencontraient ceux de Pierre, il faisait naître dans l'âme de ce dernier un sentiment effroyable, monstrueux, et il se détournait brusquement. En se rappelant le passé que l'on prêtait à Hélène et ses relations actuelles avec Dologov, il comprenait qu'il aurait pu y avoir quelque chose de vrai dans la lettre anonyme, s'il ne s'était pas agi de sa femme. Pierre se rappela involontairement la première visite de Dologov, et comment, en souvenir de leurs anciennes folies, il lui avait prêté de l'argent, comment il l'avait installé dans sa maison, comment Hélène, sans se départir de son éternel sourire, lui avait exprimé son ennui de cet arrangement, et comment Dologov, qui ne cessait de lui vanter avec cynisme la beauté de sa femme, ne les avait plus quittés d'une semelle depuis ce jour-là. « Il est très beau, c'est vrai, » se disait Pierre, « et je sais qu'il éprouverait une jouissance toute particulière à déshonorer mon nom, à se jouer de moi, précisément à cause des services que je lui ai rendus. Oui, je comprends combien il trouverait piquant de me tromper de la sorte, mais je n'y crois pas. Je n'ai pas le droit d'y croire. » Il avait souvent été frappé de l'expression méchante de la figure de Dologov, comme le jour où ils avaient jeté à l'eau l'ours et l'officier de police, ou bien lorsqu'il provoquait quelqu'un sans raison, ou qu'il tuait d'un coup de pistolet le cheval d'un izvoschik. Et aujourd'hui, lorsque leurs yeux se rencontraient, il retrouvait dans son regard cette même expression. Oui, c'est un bretteur. Tuer un homme est le dernier de ses soucis. Il se dit que chacun a peur de lui, et moi tout le premier, et cela doit lui faire plaisir. Et au fond, c'est vrai, j'ai peur de lui. Ainsi pensait Pierre, pendant que Rostov s'entretenait gaiement avec ses deux amis, Denisov et Dologov, dont l'un était un brave hussard et l'autre un franc vaurien. Leur bruyant trio faisait un singulier contraste avec la personne massive, sérieuse et préoccupée de Pierre, pour lequel Rostov d'ailleurs n'avait pas de sympathie. Primo, c'était un Pékin millionnaire, le mari d'une beauté à la mode, et une poule mouillée. 3 crimes irrémissibles à ses yeux de hussard.
Secondo, Pierre, distrait et pensif, ne lui avait pas rendu son salut, et lorsqu'on avait porté la santé de l'empereur, abîmé dans ses réflexions, Pierre ne s'était pas levé. « Eh bien, et vous » lui cria Rostov, irrité de plus en plus. « N'entendez-vous pas ? À la santé de l'empereur !» Pierre soupira, se leva avec résignation, vida son verre, et quand tout le monde fut assis, il s'adressa à Rostov avec son bon sourire. « Tiens, et moi qui ne vous avais pas reconnu ?» Rostov, qui s'égosillait à crier « Hourra !» n'entendit même pas. « Eh bien, tu ne renouvelles pas connaissance ?» dit Dologov. « Que le bon Dieu le bénisse, cet imbécile !» répondit Rostov. « Il faut soigner les maris des jolies femmes » lui dit à demi-voix Denisov. Pierre devinait qu'il parlait de lui, mais il ne pouvait les entendre. Cependant, il rougit et se détourna. « Et maintenant, buvons à la santé des jolies femmes » dit Dologov d'un air moitié sérieux et moitié souriant. « Petroucha, à la santé des jolies femmes et de leurs amants !» Pierre, les yeux baissés, buvait sans regarder Dologov et sans lui répondre. En ce moment, le laquais qui distribuait la cantate en remit un exemplaire à Pierre, comme étant un des principaux membres du club. Il allait le prendre lorsque Dologov se pencha et lui arracha la feuille pour la lire. Pierre releva la tête et, entraîné par un mouvement irrésistible de colère, il lui cria de toute sa force « Je vous le défends !» À ces mots, et voyant à qui il s'adressait, Niesvitsky et son voisin de droite, effrayés, cherchèrent à le calmer, tandis que Dologov, fixant sur lui ses yeux brillants et froids comme l'acier, lui disait, en accentuant chaque syllabe, « Je la garde ». Pâle, les lèvres tremblantes, Pierre la lui arracha des mains. « Vous êtes un misérable. Vous m'en rendrez raison. » Il se leva de table et comprit tout à coup que la question de l'innocence de sa femme, cette question qui le torturait depuis 24 heures, était tranchée sans retour. Il la détestait maintenant et sentait que tout était rompu avec elle à jamais. Malgré les instances de Denisov, Rostov consentit à servir de témoin à Dologov, et le dîner terminé, il discuta avec Niesvitsky, le témoin de Bezoukhov, les conditions du duel. Pierre retourna chez lui, tandis que Rostov, Dologov et Denisov restèrent au club très avant dans la nuit, à écouter les bohémiennes et les chanteurs de régiment. « Ainsi, à demain, à Sokolniki » dit Dologov en prenant congé de Rostov sur le perron. « Et tu es calme » lui dit Rostov. « Vois-tu, » répondit Dologov, « je te dirai mon secret en 2 mots. Si la veille d'un duel, tu te mets à écrire ton testament et des lettres larmoyantes à tes parents, si surtout tu penses à la possibilité d'être tué, tu es un imbécile, un homme fini. Si au contraire tu as la ferme intention de tuer ton adversaire, et cela le plus tôt possible, tout va comme sur des roulettes. Ainsi que me le disait un jour notre chasseur d'ours, comment ne pas en avoir peur de l'ours? Et pourtant, quand on le voit, on ne craint plus qu'une chose, c'est qu'il ne vous échappe. Eh bien mon cher, c'est tout juste comme moi. Au revoir, à demain. » Le lendemain, à 8 heures du matin, Pierre et Niesvitsky, en arrivant au bois de Sokolniki, y trouvèrent Dologov, Denisov et Rostov. Pierre paraissait complètement indifférent à ce qui allait se passer. On voyait à sa figure fatiguée qu'il avait veillé toute la nuit, et ses yeux tremblotaient involontairement à la lumière. 2 questions le préoccupaient exclusivement. La culpabilité de sa femme, qui pour lui ne faisait plus de doute, et l'innocence de Dologov, auquel il reconnaissait le droit de ne pas ménager l'honneur d'un homme qui, après tout, lui était étranger. « Peut-être en aurais-je fait tout autant, » se dit Pierre. « Oui, certainement je l'aurais fait. Mais alors, ce duel serait un assassinat. Ou bien je le tuerai, ou bien ce sera lui qui me touchera à la tête, au coude, aux pieds, aux genoux. Ne pourrais-je donc me cacher et m'enfuir quelque part ?» Et en même temps, il demandait, avec un calme qui inspirait le respect à ceux qui l'observaient, « Serons-nous bientôt prêts ?» Après avoir enfoncé les sabres dans la neige, indiqué l'endroit jusqu'où chacun devait marcher et chargé les pistolets, Niesvitsky s'approcha de Pierre. « Je croirais manquer à mon devoir, comte, » dit-il d'une voix timide, « et je ne justifierai pas la confiance que vous m'avez témoignée et l'honneur que vous m'avez fait en me choisissant comme second,
si dans cette minute solennelle, je ne vous disais pas toute la vérité. Je ne crois pas que le motif de l'affaire soit assez grave pour verser du sang. Vous avez eu tort. Vous vous êtes emporté. Ah oui, c'était bien bête, dit Pierre. Dans ce cas, laissez-moi apporter vos excuses et je suis sûr que nos adversaires les accepteront, dit Niesvitsky, qui, comme tous ceux qui sont mêlés à des affaires d'honneur, ne prenait la rencontre au sérieux qu'au dernier moment. Il est plus honorable, comte, d'avouer ses torts que d'en arriver à l'irréparable. Il n'y a pas eu d'offense grave, ni d'un côté ni de l'autre. Permettez-moi... Les paroles sont inutiles, dit Pierre. Ça m'est bien égal. Dites-moi seulement de quel côté je dois aller et où je dois tirer. Il prit le pistolet, et n'en ayant jamais tenu un de sa vie, et ne s'inquiétant guère de l'avouer, il questionna ses témoins sur la façon de presser la détente. Ah, c'est ainsi. C'est vrai, je l'avais oublié. Aucune excuse. Aucune, décidément, répondit Dologov à Rostov qui, de son côté, avait essayé une tentative de réconciliation. L'endroit choisi était une petite clairière dans un bois de pin, couverte de neige à moitié fondue, et à 80 pas de la route où ils avaient laissé leur traîneau. À partir de l'endroit où se tenaient les témoins, jusqu'au sabre que Niesvitsky et Rostov avaient fiché en terre à 10 pas l'un de l'autre en guise de barrière, ils avaient laissé des traces sur la neige molle et profonde, en comptant les 40 pas qui devaient séparer les adversaires. Il dégelait, et d'humides vapeurs voilaient le paysage au-delà de cette distance. Bien que tout fût prêt depuis 3 minutes, personne ne donnait encore le signal. Tous se taisaient. « Eh bien qu'on commence !» s'écria Dologov. « Eh bien !» répéta Pierre en souriant. La situation devenait terrible. L'affaire, si insignifiante au début, ne pouvait plus maintenant être arrêtée. Elle suivait fatalement sa marche en dehors de toute volonté humaine. Elle devait s'accomplir. Denisov s'avança jusqu'à la barrière. Les adversaires, dit-il, s'étant refusés à toute réconciliation, on peut commencer. Qu'on prenne les pistolets et qu'on se porte en avant au mot 3. 1, 2, 3, compta Denisov d'une voix sourde en se reculant. Les combattants s'avancèrent sur le sentier frayé, et chacun d'eux voyait peu à peu émerger du brouillard la figure de son adversaire. Ils avaient le droit de tirer à volonté en marchant. Dologov s'avançait sans se hâter et sans lever son pistolet. Ses yeux bleus brillaient et regardaient fixement Pierre. Sa bouche se plissait en un semblant de sourire. Au mot 3, Pierre marcha rapidement. S'écartant du sentier battu, il s'enfonça dans la neige. Tenant son pistolet, le bras tendu en avant, dans la crainte de se blesser lui-même, il cherchait à soutenir sa main droite avec sa main gauche, qu'il avait instinctivement rejetée en arrière, tout en comprenant l'inutilité de cet effort. Au bout de quelques pas, il se retrouva sur le chemin, regarda à ses pieds, jeta un coup d'œil sur Dologov et tira. Ne s'attendant pas à un choc aussi violent, Pierre tressaillit, s'arrêta et sourit de son impression. La fumée, rendue encore plus épaisse par le brouillard, l'empêcha d'abord de rien distinguer, et il attendait en vain l'autre coup, lorsque des pas précipités se firent entendre, et il entrevit au milieu de la fumée Dologov pressant d'une main son côté gauche et de l'autre serrant convulsivement son pistolet abaissé. Rostov était accouru à lui. « Non » siffla entre ses dents Dologov. « Non, ce n'est pas fini. » Et faisant, en chancelant quelques pas, il tomba sur la neige à côté du sabre. Sa main gauche était couverte de sang. Il l'essuya à son uniforme et s'appuya dessus. Son visage, pâle et sombre, tremblait avec une contraction nerveuse. « Je vous... » commença-t-il à dire, et il ajouta avec effort « prie ». Pierre, retenant avec peine un sanglot, allait s'approcher de lui, lorsqu'il lui cria « À la barrière !» Pierre comprit et s'arrêta. Il n'était plus qu'à 10 pas l'un de l'autre. Dologov plongea sa tête dans la neige, en remplit sa bouche avec avidité, se redressa sur son séant et chercha à retrouver son équilibre, tout en ne cessant de sucer et de manger cette neige glacée. Ses lèvres frissonnaient, mais ses yeux brillaient de l'éclat de la haine. Et réunissant toutes ses forces dans un dernier effort,
Il leva son pistolet et visa lentement. « De côté, couvrez-vous du pistolet !» s'écria Niesvitsky. « Couvrez-vous donc !» s'écria malgré lui Denisov, bien qu'il fût le témoin de Dologov. Pierre, avec un doux sourire de pitié et de regret, s'était abandonné sans défense et offrait sa large poitrine au pistolet de Dologov qu'il regardait tristement. Les 3 témoins fermèrent les yeux. Le coup partit, et Dologov, s'écriant avec férocité « manqué », retomba la face contre terre. Pierre se prit la tête dans les mains et, retournant sur ses pas, entra dans la forêt en marchant dans la neige à grandes enjambées. « C'est bête, disait-il. Mort, ce n'est pas vrai. » Niesvitsky le rejoignit et le conduisit chez lui. Rostov et Denisov emmenèrent Dologov, qui, grièvement blessé et étendu au fond du traîneau, restait immobile, les yeux fermés, sans répondre à leurs questions. Ils étaient à peine rentrés en ville qu'il revint à lui, et, relevant péniblement la tête, il prit la main de Rostov, qui fut frappé du changement complet de l'expression de sa figure, devenue douce et attendrie. « Comment te sens-tu ?»« Mal. Mais ce n'est pas là l'important. Mon ami, dit-il d'une voix entrecoupée, où sommes-nous ? À Moscou, n'est-ce pas ? Écoute, je l'ai tuée, elle ne le supportera pas. Elle ne le supportera pas. » « Mais qui donc ? Dit Rostov surpris. Ma mère, ma pauvre mère, ma mère adorée. Et Dologov éclata en sanglots. Quand il fut un peu calmé, il expliqua à Rostov qu'il vivait avec sa mère, que si elle le voyait mourant, elle ne survivrait pas à sa douleur, et le supplia d'aller la prévenir, ce que Rostov fit aussitôt, tout en apprenant à sa grande stupéfaction que ce mauvais sujet, ce bretteur, demeurait avec une vieille mère et une sœur bossues, et qu'il était pour elle le plus tendre des fils et le meilleur des frères. Les tête-à-tête de Pierre et de sa femme étaient devenus de plus en plus rares, surtout depuis les dernières semaines. À Moscou comme à Pétersbourg, leur maison était remplie de monde du matin au soir. La nuit qui suivit le duel, au lieu d'aller retrouver sa femme dans sa chambre à coucher, il la passa, comme il lui arrivait du reste souvent, dans le grand cabinet de son père, celui-là même où le vieux comte était mort. Se jetant sur le canapé, il essaya de dormir pour oublier tout ce qui venait de lui arriver, mais il s'éleva dans son âme une telle tempête de sensations, de pensées, de souvenirs, que non seulement il lui fut impossible de fermer les yeux, mais même de rester en place. Il se leva et se mit à arpenter sa chambre à pas saccadés. Tantôt il pensait aux premiers temps de leur mariage, à ses belles épaules, à son regard langoureux et passionné. Tantôt il voyait se dresser à côté d'elle Dologov, beau, impudent, avec son sourire diabolique, tel qu'il l'avait vu au dîner du club. Tantôt il le revoyait pâle, frissonnant, défait, et s'affaissant sur la neige. Et après tout, se disait-il, j'ai tué son amant. Oui, l'amant de ma femme. Comment cela s'est-il fait ? C'est arrivé parce que tu l'as épousée, lui répondait une voix intérieure. Mais en quoi suis-je donc coupable ? Tu es coupable de l'avoir épousée sans l'aimer, continuait la voix. Tu l'as trompée, car tu t'es aveuglé volontairement. Et ce moment, cette minute où il lui avait dit avec tant d'effort « je vous aime », se retraça vivement à sa mémoire. Oui, là était la faute. Je sentais bien alors que je n'avais pas le droit de le lui dire. Il se rappela en rougissant sa lune de miel, un incident surtout dont le souvenir l'humiliait aujourd'hui. Peu de temps après son mariage, sortant vers midi de leur chambre à coucher et vêtu d'une élégante robe de chambre, il avait trouvé dans son cabinet son intendant en chef qui, en le saluant respectueusement, avait légèrement souri de le voir dans ce négligé comme pour lui témoigner la part qu'il prenait à son bonheur. Et que de fois n'ai-je pas été fier d'elle, de son tact si fin, fier de notre intérieur où elle recevait toute la ville, fier surtout de sa majestueuse et inaccessible beauté. Je croyais ne pas la comprendre et je m'étonnais de ne pas l'aimer. Quand j'étudiais son caractère, je me disais que c'était ma faute si je ne comprenais pas cette impassibilité absolue, cette absence de tout désir, de tout intérêt.
Et maintenant je connais le mot terrible de cette énigme. C'est une femme pervertie. Anatole allait lui emprunter de l'argent et baiser ses belles épaules. Elle ne lui donnait pas d'argent, mais elle se laissait embrasser. Si son père excitait en plaisantant sa jalousie, elle lui répondait de son sourire tranquille qu'elle n'était pas assez sotte pour être jalouse. « Il n'a qu'à faire ce qu'il veut », disait-elle de moi. Un jour, lui ayant demandé si elle ne sentait pas quelques symptômes de grossesse, elle me répondit qu'elle n'était pas assez niaise pour désirer des enfants, et que d'ailleurs elle n'en aurait jamais de moi. Il se rappelait ensuite la grossièreté de ses idées, la vulgarité des expressions qui lui étaient familières, malgré son éducation aristocratique. Non, je ne l'ai jamais aimé, se disait-il. Et maintenant voilà Dologov affaissé sur la neige, s'efforçant de sourire, mourant peut-être, et répondant à mon repentir par une feinte bravade. Pierre était un de ces hommes qui, en dépit de la faiblesse de leur caractère, ne cherchent jamais de confident pour leur douleur. Il luttait avec elle en silence. Je suis coupable. Et je dois supporter, quoi? La honte de mon nom? Le malheur de ma vie? Folie que tout cela. Mon nom et mon honneur ne sont que conventions, et mon être en est indépendant. On a exécuté Louis XVI parce qu'il était criminel. Et ils avaient raison tout autant que ceux qui, après en avoir fait un saint, mouraient pour lui en martyrs. N'a-t-on pas ensuite exécuté Robespierre parce qu'il était un despote? Qui avait tort? Qui avait raison? Personne. Vis tant que tu seras vivant. Demain, qui le sait, tu mourras comme j'aurais pu mourir il y a 1 heure. Pourquoi tant se tourmenter quand on pense à ce qu'est notre existence, en comparaison de l'éternité? Et au moment où il se croyait apaisé, il la revoyait, elle, et les transports de son amour passager. Alors, recommençant à marcher, il brisait tout ce qui lui tombait sous la main. « Pourquoi lui ai-je dit « je vous aime » se demandait-il pour la 10e fois. Et il se surprit à sourire en se rappelant le mot de Molière. Que diable allait-il faire dans cette galère? Il était encore nuit lorsqu'il sonna son valet de chambre pour lui donner ses ordres de départ. N'envisageant plus la possibilité de parler à sa femme, il retournait à Pétersbourg et comptait lui laisser une lettre pour lui annoncer son intention de vivre séparé d'elle à tout jamais. Quelques heures après, le valet de chambre qui lui apporta son café le trouva étendu sur le canapé, un livre à la main, et dormant profondément. Réveillé en sursaut, il fut longtemps avant de comprendre pourquoi il était là. « La comtesse fait demander si votre Excellence est à la maison. » Pierre n'avait pas encore répondu que la comtesse, en déshabillé de satin blanc brodé d'argent, les 2 épaisses nattes de ses cheveux relevés en diadème autour de sa ravissante tête, entra dans la chambre, calme et imposante comme toujours, bien que sur son front de marbre légèrement bombé se dessinât un pli creusé par la colère. Contenant ses impressions jusqu'à la sortie du valet de chambre, et connaissant d'ailleurs toute l'histoire du duel dont elle venait parler à son mari, elle s'arrêta devant lui sans pouvoir réprimer un sourire de dédain. Pierre, intimidé, la regarda par-dessus ses lunettes et feignit de reprendre sa lecture, comme un lièvre aux abois rabat ses oreilles et reste immobile en face de ses ennemis. « Qu'est-ce encore? Qu'avez-vous fait, je vous le demande » dit-elle sévèrement lorsque la porte se fut refermée sur le valet de chambre. « Comment, moi » demanda Pierre. « Que veut dire ce beau courage? Que veut dire ce duel? Voyons, répondez. » Pierre se retourna lourdement sur le divan, ouvrit la bouche et ne trouva rien à dire. « Eh bien, c'est moi qui vous répondrai. Vous croyez tout ce qu'on vous raconte, et on vous a raconté que Dologov était mon amant, » continua-t-elle en prononçant en français le mot « amant » avec la netteté cynique qui lui était habituelle, aussi simplement que si elle eût employé toute autre expression. « Vous l'avez cru. Et qu'avez-vous prouvé en vous battant? Que vous êtes un sot, que vous êtes un imbécile, ce que du reste tout le monde savait. Qu'en résultera-t-il? C'est que je serai la risée de tout Moscou, et que chacun racontera qu'étant gris, vous avez provoqué un homme dont vous étiez jaloux sans raison, un homme qui vaut infiniment mieux que vous sous tous les rapports. » Plus elle parlait, plus elle élevait la voix en s'animant. Pierre, immobile, murmurait des mots inarticulés sans lever les yeux. « Et pourquoi avez-vous cru qu'il était mon amant? Parce que sa société me faisait plaisir? Si vous étiez plus intelligent,
plus agréable, j'aurais préféré la vôtre. » « Ne me parlez pas, je vous en supplie, » dit Pierre, d'une voix rauque. « Pourquoi ne parlerais-je pas? J'ai le droit de vous parler. Car je puis dire hautement qu'une femme qui n'aurait pas d'amant avec un mari comme vous serait une rare exception. Et je n'en ai pas. » Pierre lui lança un regard étrange dont elle ne comprit pas la signification et se recoucha sur le divan. Il souffrait physiquement. Sa poitrine se serrait, il ne pouvait respirer. Il savait qu'il aurait pu mettre un terme à cette torture, mais il savait aussi que ce qu'il voulait faire était terrible. « Il vaut mieux nous séparer, » dit-il d'une voix étouffée. « Nous séparer? Parfaitement. À condition que vous me donniez de la fortune, » répondit Hélène. Pierre sauta sur ses pieds et, perdant la tête, se jeta sur elle. « Je te tuerai » s'écria-t-il. Et, saisissant sur la table un morceau de marbre, il fit un pas vers Hélène en le brandissant avec une force dont lui-même fut épouvanté. La figure de la comtesse devint effrayante à voir. Elle poussa un cri de bête fauve et se rejeta en arrière. Pierre subissait tout l'attrait, toute l'ivresse de la fureur. Il jeta sur le parquet le marbre qui se brisa, et s'avançant vers elle, les bras tendus, « Sortez » s'écria-t-il d'une voix si formidable qu'elle répandit la terreur dans toute la maison. Dieu sait ce qu'il aurait fait en ce moment si Hélène ne s'était enfuie au plus vite. Une semaine plus tard, Pierre partit pour Pétersbourg. Après avoir donné à sa femme un plein pouvoir pour la régie de tous ses biens en Grande Russie, qui constituait une bonne moitié de sa fortune. Deux mois à peine s'étaient écoulés depuis les nouvelles reçues à Lissiguori de la bataille d'Austerlitz et de la disparition du prince André. Et malgré les lettres adressées à l'ambassade, malgré toutes les recherches, son corps n'avait pas été retrouvé, et son nom ne figurait pas sur la liste des prisonniers. La pensée la plus pénible pour ses proches était de se dire qu'il pouvait bien aussi avoir été ramassé sur le champ de bataille par les habitants du pays et se trouver malade ou mourant, seul au milieu d'étrangers, et incapable de donner signe de vie à sa famille. Les journaux, qui avaient été les premiers à renseigner le vieux prince sur la défaite d'Austerlitz, disaient simplement, en termes laconiques et vagues, que les Russes, après de brillants engagements, avaient dû opérer leur retraite et qu'elle s'était effectuée en bon ordre. Le prince tira de ce bulletin officiel la conclusion évidente que les nôtres avaient essuyé une défaite. 8 jours plus tard, une lettre de Koutouzov annonçait au vieux prince le sort mystérieux de son fils. « Votre fils, lui écrivait-il, est tombé en héros, en avant du régiment, son drapeau à la main, digne de son père et de sa patrie. Nos regrets à tous sont unanimes, et personne ne sait jusqu'à présent s'il faut le compter au nombre des vivants ou des morts. Tout espoir n'est pas cependant perdu, car s'il était mort, son nom aurait figuré dans les listes des officiers trouvés sur le champ de bataille, qui m'ont été transmises par les parlementaires. » Le vieux prince reçut cette lettre très tard dans la soirée, et le lendemain matin, il sortit pour faire sa promenade habituelle. Morose et sombre, il n'adressa pas une parole à son homme d'affaires, ni à son jardinier, ni à l'architecte. Lorsque la princesse Marie entra, elle le trouva occupé à son tour, mais il ne se retourna pas comme il en avait coutume. « Ah, princesse Marie » dit-il tout à coup en jetant le repoussoir. La roue, par suite de l'impulsion reçue, continuait à tourner, et le grincement de cette roue, qui allait en s'affaiblissant, se lia plus tard dans le souvenir de sa fille, avec la scène qui suivit. Elle s'approcha de lui, et, à la vue de sa physionomie, un sentiment indéfinissable lui comprima le cœur. Ses yeux se troublèrent. Les traits de son père avaient une contraction plutôt de méchanceté que de tristesse et d'abattement. Il trahissait la lutte violente qui se passait en lui et lui disait qu'un terrible malheur allait tomber sur sa tête, le plus terrible de tous, celui qu'elle n'avait pas encore éprouvé, la perte irréparable d'une de ses plus chères affections. « Mon père ? André ?» Et cette pauvre fille, gauche et disgracieuse, prononça ces paroles avec un charme si puissant de sympathie et d'abnégation que le vieux prince, sous l'influence de ce regard, laissa échapper un sanglot en se détournant. « J'ai reçu des nouvelles.
On ne le trouve nulle part. Ni parmi les prisonniers, ni parmi les morts. Kutuzov m'a écrit « Il a été tué !» dit-il tout à coup de sa voix perçante, comme pour chasser sa fille par ce cri. La princesse ne bougea pas et ne s'évanouit pas. Elle était déjà pâle, mais à ces mots son visage sembla se transformer et ses beaux yeux s'éclairèrent subitement. On aurait dit qu'un sentiment ineffable venu d'en haut, indépendant des douleurs et des joies de ce monde, s'étendait comme un baume sur le cou qui venait de les frapper. Oubliant la crainte qu'elle avait de son père, elle lui saisit la main, l'attira à elle et baisa sa joue sèche et parcheminée. « Mon père, lui dit-elle, ne vous détournez pas de moi. Pleurons ensemble. »« C'est misérable, c'est pleutre !» s'écria le prince en l'écartant. « Perdre une armée, perdre des hommes, et pourquoi ? Va l'annoncer à Lise. » La princesse Marie se laissa tomber sans force dans un fauteuil et fondit en larmes. Elle revoyait son frère au moment des adieux lorsqu'il s'était approché d'elle et de sa femme. Elle revoyait son expression attendrie et légèrement dédaigneuse lorsqu'elle lui avait passé l'image au cou. Était-il devenu croyant ? S'était-il repenti de son incrédulité ? Était-il là-haut, dans les demeures célestes de la paix et du bonheur ? « Mon père, dit-elle, comment est-ce arrivé ? » « Va, il a été tué pendant cette bataille où l'on a mené à la mort les meilleurs hommes de Russie et sacrifié la gloire russe. Allez, princesse Marie, allez l'annoncer à Lise. » La princesse Marie entra chez sa belle-sœur qu'elle trouva travaillant, et dont le regard se leva sur elle avec cette expression de bonheur calme et intime, particulière aux femmes qui sont dans sa situation. Ses yeux regardaient sans voir, car elle contemplait au-dedans d'elle-même ce doux et mystérieux travail qui s'accomplissait dans son sein. « Marie, dit-elle, en repoussant son métier, donne-moi ta main. » Ses yeux riaient, sa petite lèvre se retroussa et se fixa en un sourire d'enfant. La princesse Marie se mit à ses genoux devant elle et cacha sa tête dans les plis de sa robe. « Ici, n'entends-tu pas ? C'est si étrange. Et sais-tu, Marie, je l'aimerais bien. » Et ses yeux rayonnants de bonheur s'attachaient sur la jeune princesse qui ne pouvait relever la tête car elle pleurait. « Qu'as-tu donc, Marie ? » ?»« Rien. J'ai pensé à André, et cela m'a attristée, » répondit-elle en essuyant ses pleurs. Dans le courant de la matinée, la princesse Marie essaya à plusieurs reprises de préparer sa belle-sœur à la catastrophe, mais chaque fois elle se mettait à pleurer. Ces larmes, dont la petite princesse ne comprenait pas la cause, l'inquiétaient malgré son manque d'esprit d'observation. Elle ne demandait rien, mais se retournait avec inquiétude, comme si elle cherchait quelque chose autour d'elle. Le vieux prince, dont elle avait toujours peur, entra chez elle avant le dîner. Il avait l'air méchant et agité. Il sortit sans lui avoir parlé. Elle regarda sa belle-sœur et éclata en sanglots. « A-t-on reçu des nouvelles d'André ?» demanda-t-elle. « Non, tu sais que la chose est impossible, mais mon père s'inquiète et moi je m'effraie. »« Il n'y a donc rien ?»« Rien, » répondit la princesse en la regardant franchement. Elle s'était décidée et avait décidé son père à ne rien lui dire jusqu'après sa délivrance, qui était attendue de jour en jour. Le père et la fille portaient et cachaient ce lourd chagrin, chacun à sa façon. Quoiqu'il eût envoyé un émissaire en Autriche pour chercher les traces d'André, le vieux prince était convaincu que son fils était mort, et il avait déjà commandé pour lui à Moscou un monument qui devait être placé dans son jardin. Il n'avait rien changé à son genre de vie, mais ses forces le trahissaient. Il marchait et mangeait moins, dormait peu et s'affaiblissait visiblement. La princesse Marie espérait. Elle priait pour son frère comme s'il était vivant et attendait à toute heure l'annonce de son retour. « Ma bonne amie, lui dit un matin la petite princesse, et sa petite lèvre se retroussa comme d'habitude, mais cette fois avec une tristesse marquée, car depuis le jour où la terrible nouvelle avait été reçue, les sourires, les voix, la démarche même de chacun, tout portait dans la maison l'empreinte de la douleur, et la petite princesse, sans s'en rendre compte, en subissait involontairement l'influence.
Ma bonne amie, je crains que le frühstück de ce matin, comme dit Foka le cuisinier, ne m'ait fait du mal. Qu'as-tu, ma petite âme? Tu es pâle. Tu es très pâle, s'écria la princesse Marie en accourant tout effrayée auprès d'elle. Ne faudrait-il pas envoyer chercher Marie Bogdanovna, votre Excellence dit une des filles de chambre qui se trouvait là. Marie Bogdanovna était la sage-femme du chef-lieu de district, et depuis 15 jours on l'avait fait venir à Lissigori. Tu as raison, c'est vrai. C'est peut-être ça. Je vais y aller. Courage, mon ange. Et, embrassant sa belle-sœur, elle s'apprêta à sortir de la chambre. Non, non, s'écria la petite princesse, dont la pâle figure exprima non seulement une souffrance physique, mais encore une terreur d'enfant à l'idée des douleurs inévitables dont elle avait le pressentiment. Non, c'est l'estomac. Dites que c'est l'estomac, Marie. Dites, dites. Et elle pleurait comme pleurent les enfants capricieux et malades, en se tordant les mains avec désespoir et en s'écriant « Mon Dieu, mon Dieu !» La princesse Marie courut chercher la sage-femme qu'elle rencontra à mi-chemin. « Marie Bogdanovna, c'est commencé, je crois, » dit-elle, les yeux agrandis par la terreur. « Eh bien, tant mieux, princesse, » répondit la sage-femme sans hâter le pas, et en se frottant les mains de l'air assuré d'une personne qui connaît sa valeur. « Il est inutile que vous sachiez ça, vous autres demoiselles. »« Et le docteur qui n'est pas encore arrivé de Moscou, » dit la princesse, car, selon le désir du prince André et de sa femme, on y avait envoyé chercher un accoucheur. « Cela ne fait rien, princesse, ne vous tourmentez pas. Tout ira bien, même sans le docteur. » 5 minutes après, la princesse Marie entendit de sa chambre porter un objet très lourd. Elle regarda. C'était un divan en cuir du cabinet du prince André que les gens transportaient dans la chambre à coucher. Et elle remarqua que leur figure était empreinte d'un sentiment inusité de gravité et de douceur. La princesse Marie prêtait l'oreille à tous les bruits de la maison, ouvrait sa porte, regardait, inquiète, ce qui se passait dans le corridor. Quelques femmes allaient et venaient en silence et se détournaient à sa vue. N'osant pas les questionner, elle rentrait dans sa chambre et, tantôt se jetant dans son fauteuil, elle prenait son livre de prière, tantôt s'agenouillant devant les images, elle s'apercevait avec surprise et chagrin que la prière était impuissante à calmer son agitation. La porte s'ouvrit tout à coup, et sa vieille bonne, coiffée d'un large mouchoir, se montra sur le seuil. Praskovia Savishna ne venait chez elle que rarement, tel était l'ordre du vieux prince. « C'est moi, Machinka, et j'ai apporté, mon ange, les bougies de leur mariage pour les allumer devant les saints, dit-elle en soupirant. « Ah, ma bonne, comme je suis contente. Le Seigneur est miséricordieux, ma petite colombe. » Et la vieille bonne alluma les bougies à la lampe des images et s'assit à la porte, en tirant de sa poche un bas qu'elle se mit à tricoter. La princesse Marie prit un livre et feignit de lire, mais à chaque pas, à chaque bruit, elle tournait ses yeux effrayés et interrogateurs sur sa bonne, qui la calmait aussitôt du regard. Ce sentiment qu'éprouvait la princesse Marie était d'ailleurs partagé par tous les habitants de cette vaste maison. D'après une ancienne superstition, plus les douleurs de l'accouchement sont ignorées, moins l'accouché est censé souffrir. Aussi, tous feignaient-ils de n'en rien savoir. Personne n'en soufflait mot, mais en dehors de la tenue grave et respectueuse habituelle aux gens du vieux prince, il se trahissait chez eux une inquiétude attendrie et l'intuition de ce qui allait se passer dans ce moment de grand et d'incompréhensible. Aucun éclat de rire ne retentissait dans l'aile habitée par les filles et les femmes de service. Les domestiques et les laquais se tenaient silencieusement sur le qui-vive dans l'antichambre. Dans les dépendances, personne ne dormait, et des feux et de la lumière y étaient entretenus. Le vieux prince marchait dans son cabinet en appuyant sur ses talons et envoyait à tout instant le vieux Tikhon demander à Marie Bogdanovna ce qui en était, lui répétant chaque fois « Tu diras, le prince demande, et reviens me dire. » « Dites au prince, répondit avec emphase Marie Bogdanovna, que le travail est commencé. »« Bien, dit le prince en fermant sa porte, et Tikhon n'entendit plus le moindre bruit dans le cabinet. Un instant après, il y rentra, en se donnant à lui-même pour excuse les bougies à remplacer, et il vit le prince étendu sur le canapé. À la vue de son visage défait, il secoua la tête, et, s'approchant de son vieux maître, il le baisa à l'épaule et sortit, en oubliant les bougies et son excuse.
le plus solennel des mystères qui soit en ce monde, continuait à s'accomplir. La soirée se passa ainsi, la nuit vint, et ce sentiment d'attente émue, au lieu de s'apaiser, s'accroissait de minute en minute. Il faisait une de ces nuits du mois de mars où l'hiver semble reprendre son empire et déchaîne avec une fureur désespérée ses derniers ouragans et ses dernières bourrasques de neige. On avait envoyé un relais de chevaux sur la grande route pour le docteur allemand, et des hommes munis de lanternes, postés au tournant, devaient le conduire à travers les ornières et les trous du chemin de Lissygorry. La princesse Marie ne lisait plus depuis longtemps son livre de prières, et elle regardait fixement sa bonne, dont la petite figure ratatinée, avec sa mèche de cheveux gris échappée de dessous le mouchoir et sa peau ridée sous le menton, lui était si familière dans ses moindres détails. Tout en tricotant, la vieille Savishna racontait à voix basse, pour la 100e fois, comment la princesse mère était accouchée de la princesse Marie à Kishinev, sans sage-femme, et n'ayant pour tout soin que ceux d'une paysanne moldave. Dieu est grand, le docteur est inutile. Un violent coup de vent ébranla le châssis de la fenêtre, fit sauter la targette mal assujettie, et un courant d'air humide et glacé passa au travers des rideaux d'étoffe et éteignit la bougie. La princesse Marie tressaillit. La vieille bonne, posant son tricot sur la table, s'approcha de la fenêtre et se pencha en dehors pour essayer de ramener le battant. « Princesse, ma petite mère, on arrive sur la route avec des lanternes, dit-elle en refermant la fenêtre. Ce doit être le docteur. Ah, Dieu merci, s'écria la princesse. Il faut aller le recevoir, il ne comprend pas le russe. Jetant un châle sur ses épaules, elle quitta la chambre et vit, en passant par l'antichambre, que la voiture était déjà arrêtée devant le perron. Elle s'avança sur le palier de l'escalier. Sur un des piliers de la balustrade, on avait placé une chandelle que le vent faisait couler. Un peu plus bas, sur le second palier, le valet de chambre, Philippe, l'air tout effrayé, en tenait une autre à la main. Encore plus bas, au tournant même de l'escalier, on entendait comme le pas lourd de bottes fourrées, et le timbre d'une voix bien connue frappa l'oreille de la princesse Marie. « Dieu merci, disait cette voix. Et mon père ? » « Le prince est couché, répondit le maître d'hôtel d'Émian. « C'est André, se dit la princesse Marie, et les pas se rapprochèrent. C'est impossible, ce serait trop extraordinaire. Au même moment, le prince André, couvert d'une pelisse dont le collet était blanc de neige, se montra sur le palier inférieur. C'était bien lui. Mais pâle, amaigri, changé, avec une expression inaccoutumée chez lui, de douceur attendrie et inquiète. Il gravit les dernières marches et embrassa sa sœur que l'émotion étouffait. « Vous n'avez donc pas reçu ma lettre ?» lui demanda-t-il en l'embrassant de nouveau, pendant que l'accoucheur avec lequel il s'était rencontré à la dernière station montait l'escalier. « Marie, quelle étrange coïncidence !» Et, ôtant sa pelisse et ses bottes fourrées, il passa chez sa femme. La petite princesse, la tête couverte d'un bonnet blanc, était étendue sur des oreillers. Les douleurs venaient de cesser. Ses longs cheveux noirs s'enroulaient autour de ses joues enflammées et moites. Sa jolie petite bouche vermeille entr'ouverte souriait. Le prince André entra et s'arrêta au pied du divan sur lequel elle était étendue. Ses yeux brillants, pareils à ceux d'un enfant inquiet et agité, se fixèrent sur lui sans changer d'expression. « Je vous aime tous, semblait-il dire. Je ne vous ai fait aucun mal. Pourquoi donc faut-il que je souffre ? Venez à mon secours. » Elle voyait son mari sans se rendre compte de son apparition. Il la baisa au front. « Ma petite âme, lui dit-il, il n'avait jamais employé cette expression envers elle. Dieu est bon. » Elle le regarda d'un air étonné, et ses yeux continuaient à lui dire « J'attendais. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.